C'est très drôle. Ah, c'est cool, ça. Et là, je t'ai pas demandé, mais moi, ce que je trouve dur en vieillissant, c'est quand on opère la nuit. Là. Prenez-vous vos lendemains de garde? Non. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, je reçois la professeure Anne Méziat, qui est chirurgienne au CHU de Sherbrooke, qui est une collègue et une amie avec qui je travaille régulièrement à l'Association québécoise de chirurgie. Je pense que vous allez énormément apprécier cette entrevue où nous ferons le tour de la carrière de Anne. Nous aurons l'occasion de revoir son début, ses études en Europe, son début de carrière et par la suite son transfert au Québec. Vous pourrez constater l'ampleur de son implication au niveau humanitaire et également le transfert des connaissances qu'elle a acquises dans ce domaine vers la gestion de la pandémie. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Anne, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice de ce balado. J'ai eu l'occasion de revoir ton CV avant de l'entrevue et il est passablement chargé au niveau académique. Je note que tu as une éducation là, donc en France avec un baccalauréat de la section D, ce qui est probablement l'équivalent des sciences santé à l'époque au Québec. Oui, exact. Ce qui serait sciences nature actuellement. Oui. Puis tu as commencé ton cours de médecine en 82. Tu as fait une formation en chirurgie. Tu as fait une maîtrise en statistique et en épidémiologie. Tu as également étudié en génie biologique et médical, notamment sur le traitement des métastases hépatiques. Tu as obtenu un diplôme européen interuniversitaire de cancérologie. Tu as fait ensuite un micro-programme à l'Université de Sherbrooke un peu plus tard, en 2011. Et je crois comprendre que tu aurais... Parce que c'est plus compliqué pour nous là, de comprendre votre cursus, mais on pourrait dire que tu as commencé ta pratique chirurgicale en quelle année? 99. OK, 99. Alors finalement, c'est quand même un cheminement qui peut paraître un petit peu plus long qu'au Québec. Là, si tu nous expliquais les différences, là, parce que lorsqu'on regarde le curriculum vitae d'un médecin spécialiste québécois, en général, il peut y avoir 3 lignes, puis tout est pas mal complet, mais dans votre cas, en Europe, c'est plus compliqué. Là. Si je te demandais de faire peut-être un petit résumé des grandes différences, disons. En fait, les grandes différences, c'est que le cursus médical est plus long, 6 ans. OK. La résidence est plus longue, 6 ans. OK. Et ensuite, le fellow est un passage obligatoire. C'est exceptionnel. Les médecins spécialistes qui s'installent sans avoir fait de fellow. Très, très, très exceptionnel. OK. Grande rareté. C'est faisable, mais c'est OK. des raretés. Et même pour ce qu'on appellerait une pratique communautaire au Québec, là, ce serait rare. OK. C'est associé à un type de rémunération. Le fait d'avoir fait un fellow est associé à un type de rémunération, ce qui engage la plupart des médecins spécialistes à effectuer ce fellow, qui est en France appelé un clinica. On est chef de clinique, chef et assistant des hôpitaux. Et la plupart du temps, ça n'est pas seulement un fellow que l'on fait, mais régulièrement 2, ce qui est mon cas. J'ai fait un premier fellow en laparoscopie avancée et un deuxième en transplantation hépatique et chirurgie hépatobiliaire.
OK. Avec l'outil, j'ai complété avec un fellow de recherche en chirurgie de l'obésité à McGill. Donc oui, OK. une belle carte académique. Puis la perception qu'on a de votre parcours professionnel, c'est qu'il y a comme une espèce d'ascension là, dans le professionnel. Là. Donc, par rapport au Québec où un médecin spécialiste, presque instantanément, a les mêmes droits et privilèges et obligations qu'un collègue qui a 15 ou 20 ans d'expérience. À ma connaissance, ce n'est pas le cas en Europe ou tout au moins pas en France. Là. Exact. Déjà, le accéder au titre de professeur nécessite là encore une démarche, une thèse postdoctorale, chemin sur lequel j'étais parce que tu as mentionné que j'avais un diplôme en génie biomédical qui était une première partie de la démarche de thèse postdoc pour accéder à un titre de professeur. Il faut 1 an à l'étranger, puis un PhD. À ce moment-là, la candidature peut être considérée. Puis oui, en effet, il y a tout un cheminement pour accéder au même nombre de salles d'opération cliniques, etc. La portion clinique est vraiment liée à l'ancienneté. Pas tant la portion enseignement. Puis, disons, avant d'accéder là, à l'échelon supérieur là, au point de vue professionnel, là, ça peut prendre combien de temps? Ou tu vas me dire certains n'y parviendront jamais? Ou qu'est-ce qu'on a comme objectif? C'est pas mal ma réponse. Certains n'y parviendront jamais. Puis, il y a une grande portion, peut-être la moitié et peut-être même un peu plus de la moitié, je connais pas le chiffre, mais il y a une grande portion des médecins qui vont s'en aller exercer dans le privé, qui est une solution tout à fait honorable. En France, c'est vraiment je dirais probablement la moitié qui s'en va dans le privé. OK, mais quand tu parlais tout à l'heure de devoir faire un fellowship, ça c'est pour le réseau public. Et privé également. Privé également? Oui. OK. Privé également, puisque c'est associé à la rémunération. OK. Et est-ce qu'on peut avoir une pratique hybride, à savoir une pratique publique et privée? Ou... Oui, j'ai vu des... difficile? Ben, c'est pas populaire parce que lorsque tu as une pratique privée, tu es extrêmement occupé. Mais j'en ai vu des chirurgiens ORL, chirurgiens généraux qui avaient une pratique en clinique privée, qui opéraient, c'est des grosses cliniques, hein, c'est vraiment des gros centres chirurgicaux, mais qui également avaient une journée par mois ou 2 journées par mois de bloc opératoire en système public. Ouais. OK. Alors ça, c'est le début de ta carrière, puis au début des années 2000, j'ai envie de dire peut-être vers 2004-2005, est-ce que je me trompe, ton déménagement au Québec, c'est ça? Oui, 2004. Oui. Dans la lancée de passer 1 an à l'étranger dans la course à devenir professeur, il faut 1 an d'expérience à l'étranger. Donc, c'est comme ça que je suis venue au Québec. Ah, donc c'était temporaire à l'époque. Hein? C'était 1 an juste pour mettre un check sur la liste. OK, il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Alors, moi, je dois te dire, je ne sais pas si tu le savais, mais je travaillais à Drummondville à l'époque, là, moi, de 1997 à 2004. Puis, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs chirurgiens européens qui sont arrivés à Sherbrooke au début des années 2000. Exact. Es-tu la seule survivante ou du groupe ou... Mais je suis pas venue avec le groupe. J'ai remplacé un des membres du groupe qui était reparti. Oui. OK, parfait. Puis tu as été à Québec, à Sherbrooke, pardon, tu as été chef du service de chirurgie. Tu as été chef ou même
chef du département hospitalier et universitaire également, si je ne m'abuse, de 2016 à 2020. Encore maintenant. C'est mon deuxième mandat. Tu l'es encore, d'accord, ok, parfait. Et la question que je voulais te demander, donc vraiment, tu es venu tout simplement pour 1 an, puis ça a été comme le coup de foudre? Okay. Oui, on va dire ça de même. En fait, la proposition et je dirais la facilité d'intégrer les rangs universitaires sont extrêmement séduisants pour quelqu'un qui veut avoir une carrière académique et une carrière universitaire. C'est triste parce que je suis certainement pas la seule à avoir considéré d'être professeur en France, mais c'est tellement difficile que j'ai opté pour rester ici. Puis qu'est-ce qui t'attirait tant dans le titre de professeur? Le partage, c'est pas le titre, honnêtement, le titre. Okay. Vraiment pas le titre, c'est c'est l'enseignement, c'est le partage des connaissances, c'est la stimulation de travailler avec des étudiants, des résidents, puis une émulation scientifique qu'on trouve dans une université. C'est vraiment ça qui m'intéresse. OK. Puis si on remontait un peu dans le temps, qu'est-ce qui t'a amené vers la médecine ou vers la chirurgie? Franchement, le grand hasard. OK. J'étais pas du tout orientée vers une carrière scientifique. Je n'ai pas du tout une famille de médecins. Et en fait, je suis rentrée en médecine pour 1 année en attendant de pouvoir entrer à l'école d'ergothérapie. Parce que j'avais de bonnes compétences manuelles. Je suis très bonne pour les travaux manuels. Donc, dans ma famille, personne n'a fait d'études secondaires. Personne s'est rendu à un chemin universitaire. Donc, il n'était pas question pour moi de suivre un chemin avec des études longues. Et je m'apprêtais à devenir une ergothérapeute joyeuse, mais finalement, j'ai vraiment aimé ce que j'ai appris pendant mon année en médecine. J'ai réussi le concours d'entrée en médecine. En France, le concours est à la fin de la première année. OK. Donc, est-ce qu'essentiellement tout le monde peut s'inscrire ou donc les standards d'entrée sont assez bas pour la première année? Il n'y a pas de standard d'entrée, c'est le seul critère est avoir un baccalauréat. Ensuite, la chance est au coureur. Puis j'ai vraiment adoré ce que j'apprenais. J'ai réussi le concours de la fin de première année de médecine et j'ai échoué ergothérapie. Donc, je me suis rabattue sur une carrière. Donc, finalement, médecine était presque un deuxième choix, là. Mais si tu avais réussi ergothérapie, tu serais ergothérapeute aujourd'hui. Absolument. Donc, j'allais te demander... Donc, j'allais te demander à cette étape en fait, c'est peut-être notre réponse, mais à cette étape de ta vie, si tu n'étais pas chirurgienne, tu te verrais faire quoi? Ergothérapie? Écoute, j'aurais certainement été très heureuse en ergothérapie. J'ai plutôt une personnalité qui se satisfait de là où je suis. J'avoue qu'avec le recul, pour rien au monde, je changerais la carrière que j'ai eue et les possibles qui m'ont été offerts avec cette carrière-là. Si je regarde en arrière, jamais j'aurais changé quoi que ce soit. OK. Si je te demandais le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale ou médicale, disons, là, c'est peut-être... Le plus beau souvenir de ma carrière est définitivement chirurgical. Puis je pense que c'est fellow. Donc j'étais en transplantation, j'ai fait 3 ans en transplantation hépatique, puis chirurgie pancréato-biliaire, mais j'étais vraiment dans le service de transplantation et on faisait des bipartitions et des transplantations chez les enfants. Mon patron me laissait au fellow une très très grande liberté chirurgicale et
je devais faire une hépatectomie chez un receveur pendant que mon patron faisait la bipartition chez le donneur. Et quand tu dis bipartition, là, parce que nos auditeurs ne sont pas nécessairement médecins ou français d'origine, donc on parle d'un donneur vivant, c'est bien ça? Oui, donneur vivant, puis on fait une hépatectomie partielle chez le... On prélève une portion du foie chez le donneur vivant, donc. Exact. Okay. Et en fait, c'est la première fois, moi je faisais l'hépatectomie, qui était une hépatectomie très compliquée, chez un patient cirrhotique. Et c'est la première fois que j'ai vraiment réalisé que je pouvais avoir confiance dans mon jugement, dans mes mains, dans ma rapidité. La chirurgie s'est déroulée vraiment de manière simple et ça a été un très beau moment où après ça je me suis dit que pas grand chose pourrait me ralentir. T'es impressionné? Ah ouais, c'est bon ça. À l'autre spectre, si une situation difficile dans ta carrière ou que tu as quelque chose que tu as rencontré, puis peut-être la façon dont tu t'en es sorti, les leçons que tu as pu en tirer. Écoute, ça n'a strictement rien d'extraordinaire, mais le contexte est différent. C'est un saignement de nez chez un jeune patient de 20 ans au fin fond du Bangladesh, dans un camp de réfugiés, puis j'ai failli perdre le patient. Et vraiment, et je disais à l'instant, après certaines chirurgies, tu prends confiance, puis tu vois ton niveau, tu es capable de voir à peu près vers quoi tu t'enlignes comme carrière. J'ai failli perdre un patient de 20 ans sur un saignement de nez. Ça rend modeste. Avec beaucoup plus d'expérience derrière toi, là, à ce moment-là. Absolument. Ah oui, c'était il y a 2 ans. As-tu l'impression qu'en chirurgie, parfois, lorsqu'on devient trop confiant ou pas nécessairement arrogant, là, mais la confiance et l'arrogance peuvent se côtoyer, que souvent, il y a un petit accident de parcours qui nous ramène... Absolument, mais ça arrive naturel dans notre carrière. Et là, je suis très consciente de mes limites. Je pense que je suis jamais à l'abri, puis je dirais ça quand j'aurai pris ma retraite. Mais je pense que c'est plus jeune qu'on est à risque. En début de carrière, je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment à risque d'erreur, de confiance. Et là, dans le cas en question, c'était plus de l'incompétence de ma part parce que je suis pas ORL. Puis qu'un saignement de nez, ça peut se terminer vraiment par un gros saignement de nez. Puis tu as réglé ça comment finalement, le saignement de nez? Avec des pactages postérieurs, des fils qui ressortent par la bouche. Écoute, ça a été toute une aventure. Ça a vraiment bien fini. Le patient a été sauvé, mais ça se serait fini ici par une embolisation. Mais on s'entend que j'avais pas accès à ça. Donc, voilà. Je te ramène à ton arrivée au Québec, ton souvenir là, étais-tu déjà venu au Québec avant ou tu connaissais un peu ou pas du tout? Ton souvenir, disons, là, tes premières journées, as-tu commencé à travailler tout de suite en arrivant? As-tu pris des vacances ou En fait, oui, j'avais l'intention de prendre des vacances, mais mes enfants étaient à l'école, puis après 4 jours, j'ai trouvé que les vacances avaient assez duré et que finalement, j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux. Mon souvenir, c'est un accueil merveilleux de Gérald Fried, qui était chef de département en chirurgie et qui m'a accueilli en disant, ben écoute, tu peux te joindre à nous, tu peux écouter nos conférences, puis qui très, très rapidement m'a intégré dans l'équipe de recherche et m'a offert d'être fellow de recherche pour m'intégrer à leur équipe. J'ai trouvé ça... À McGill. Ouais. À McGill à ce moment-là. Ouais. OK, c'est ça. Ton souvenir... un accueil incroyable, ouais. Ton premier souvenir, là, ou tes premières impressions du système de santé... Les premières, tu sais, souvent la première chose qui t'a frappé ou tu sais quoi? Les chambres à 4 lits avec les rideaux.
Là, j'en revenais pas, honnêtement. L'hôtellerie. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment. OK. Le Royal Victoria, qui est pas tout neuf. Non. L'hôtellerie m'a vraiment marqué. OK. Puis, si je te demandais ton opinion, ta perception à l'époque de la place des femmes en chirurgie en France, puis au Québec, donc les différences qu'il y avait à l'époque et les différences qui persistent peut-être encore aujourd'hui, parce qu'on a eu une fellow belge il y a 2 ou 3 ans, puisqu'elle nous racontait de sa pratique en Europe, il y avait quand même, il semblait y avoir encore des bonnes différences là, au niveau du climat de travail. Là. Comment c'était à l'époque, puis comment c'est aujourd'hui, selon toi, là, les deux pays ou les deux cultures? Écoute, j'étais la première chef de clinique à Lyon, fille, en chirurgie. Il n'y en avait jamais eu auparavant. En plus, j'ai eu mes enfants pendant ma résidence. Mon patron était terrorisé de que je sois absente parce que un enfant allait tomber malade ou que en tout cas. Et à la fin de ma première année de fellow, j'ai quand même eu une remarque. Il s'attendait pas à ce que je puisse assurer ce poste-là et m'occuper de mes enfants. Il était très étonné. Puis ça m'a suivi pas mal tout le long de mon clinica. Pendant mon fellow, j'étais vraiment seule, puis il y avait pas beaucoup de filles. Arrivée ici, en effet, il y avait déjà beaucoup plus de filles, même résidentes, que ce que j'ai pu voir en France. Puis, chef de département, j'étais la première fille chef de département au Québec. Et même au Canada, il y avait juste Suzanne Reid comme chef de département. Mais pendant ta formation, tu as eu combien d'enfants? 2. Oui, OK, c'est bon. Les gens qui nous écoutent, je pense, ne réalisent pas ce que ça devait impliquer à l'époque d'avoir des enfants. Donc, on est dans fin des années 80 ou début des années 90. Oui, 93 et 95. OK. Ah non, c'est vraiment majeur. Là. On a déjà osé à l'Association québécoise de chirurgie. On faisait des débats à l'époque. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque des débats au congrès provincial de l'association. Puis on avait déjà fait un débat pour ou contre une grossesse en résidence. Là, mais on s'était quand même protégé parce que... Oui, mais je me suis vue interdire de tomber enceinte par mon patron de clinique. Tu vois, c'est ça. Mais nous, on avait demandé à des chirurgiennes de présenter. Donc, on avait demandé à 2 chirurgiennes en pratique, une qui avait eu ses enfants pendant la résidence, puis une qui avait eu ses enfants après. Donc, on ne pouvait pas être associé, accusé d'être misogyne ou quoi que ce soit. Là. Puis, écoute, c'était 2 opinions complètement différentes. Là. Personne ne niait le droit d'avoir des enfants, mais celle qui avait eu... L'argument qui avait sorti, c'est ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on appelle le mommy brain. Les gens disaient comme si, comment dire, la chose la plus importante du jour au lendemain, ce n'est plus ta résidence, ce n'est plus ta carrière, ce sont tes enfants. Ça change la perception de tout ton environnement. Est-ce que tu as vécu ça? Puis est-ce que c'est un enjeu là parce qu'il fallait performer? Là, tu étais en pleine ascension professionnelle? Oui, ça a été un enjeu parce que j'étais fellow en transplantation hépatique. Donc en France, c'est Eurotransplant. Donc on part prélever en Allemagne, en Espagne, on part prélever en Europe. Et dans mon service, celui qui partait prélever préparait le foie à son retour et participait à la transplantation. Donc c'était, on partait 36 heures
48 heures. C'était pas un petit voyage in and out, puis on revient à la maison. Et en fait, les conséquences, c'est que quand le téléphone sonnait, mon garçon, qui était vraiment tout petit, se mettait à hurler, même si c'était ma belle-mère qui nous invitait à souper. Lui, le téléphone qui sonne, ça l'avait complètement traumatisé, à tel point que j'ai pas poursuivi en transplantation. À cause de ça, c'était trop difficile. À cause de ça. Parce que pour moi, j'étais arrivée dans le sanctuaire de la chirurgie. C'était vraiment, c'était la spécialité que je souhaitais. Mais quand j'ai vu les conséquences sur mon garçon particulièrement, j'ai décidé de changer de carrière. As-tu des regrets avec le temps ou Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je pense que la santé mentale de mes enfants était en effet prioritaire par rapport. Prioritaire. Mais ton organisation familiale, professionnelle à l'époque, là, j'imagine que tu devais faire des semaines de, 60 heures, je sais pas, 70, là, ou... Oui. Tu fonctionnais comment, là? J'avais une gardienne à la maison qui arrivait le matin avant qu'on parte travailler, parce que mon conjoint était gynéco, donc occupé avec des gardes en obstétrique et le même genre de carrière que moi. Et donc une gardienne fiable qui, c'est ça, passait beaucoup de temps avec les enfants. OK. Alors maintenant que tu es une très jeune sexagénaire, là, qui paraît beaucoup plus jeune que ton âge, tu es encore chef de département à Sherbrooke, puis quels sont tes horizons de carrière ou comment perçois-tu ton avenir au cours des 5 à 10 prochaines années? En fait, j'entrevois un changement de carrière. Je crois ressentir, puis je pense que c'est intéressant. Probablement d'autres chirurgiens qui vont arriver au terme de leur carrière vont peut-être entrevoir le même genre de sentiment, mais je commence à avoir fait le tour de mon carré de sable. Je fais des chirurgies qui sont plus ou moins complexes, puis je sais bien faire ce que je fais, mais j'ai le goût de faire autre chose. Et je préfère laisser ma place à des plus jeunes avant de moins bien faire ce que je fais, puis avant de trouver le temps long. Je le vois sur les gardes, quand je reçois un trauma, je reçois un trauma, mais c'est pas quelque chose qui va ni me stresser, ni faire que ça va être une journée pire qu'une autre ou meilleure qu'une autre. Donc, voyant poindre ça à l'horizon, je préfère changer de carrière. Et je suis déjà en changement de carrière parce que je suis retournée à l'école. Une éternelle étudiante. Oui, je prépare un diplôme de physiothérapie et ostéopathie équine parce que j'ai des chevaux et je m'en vais être physiothérapeute et ostéopathe équin. OK, c'est vraiment OK. Puis ça, c'est dans un horizon de... Ostéopathe, c'est 5 ans d'études. Puis physio, ça va être 2 ans. Donc, je pense que mon plan est d'arrêter la chirurgie dans 2 ans. J'aurai terminé mon mandat, j'aurai eu le temps de transmettre la chefferie du département dans le calme et la bonne humeur. Puis, je vais devenir ainsi physiothérapeute. Équin. C'est bien. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Dr. Anne Méziat, qui est chirurgienne et chef de département au CHUS à Sherbrooke. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement.
envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Anne, en début d'entrevue, j'ai présenté ton CV, mais j'en ai omis une grande partie concernant la médecine humanitaire. On va y revenir tout à l'heure, mais je mentionnerai que tu t'es impliqué au niveau humanitaire très tôt également. Là, les premières traces que je vois dans ton CV datent du début des années 80. À Calcutta, en Inde, à Delhi. Tu as fait un peu de médecine aussi de montagne, ce qui est en soi un sujet captivant. Tu es allé en Mauritanie, en Haïti, à l'hôpital Albert Schweitzer. Tu es allé également en Jordanie, puis probablement qu'il en manque, là. Donc, tu avais présenté d'ailleurs au congrès de l'Association québécoise de chirurgie ton expérience avec la Croix-Rouge il y a quelques années. Donc, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que les deux sujets dont je veux parler en fin d'entrevue, outre la médecine humanitaire, c'est la pandémie. En tant que chef de département à Sherbrooke, tu as été impliqué dans la gestion là, de la pandémie à partir du mois de mars 2020. Puis je pense qu'on va pouvoir faire des corollaires peut-être entre les crises humanitaires et les crises socio-sanitaires comme on a vécu ici. Donc, si on revenait d'abord à la pandémie début 2013, là, pour ceux qui l'oublient, le 13 mars, le gouvernement Legault a annoncé essentiellement la fermeture du Québec. Ton rôle à l'époque là, à Sherbrooke, là, dans les premières semaines, ça a été quoi? Mais le lien que tu viens de faire, je l'ai immédiatement ressenti. Et je disais à la blague à mes collègues que j'étais déployée à la Croix-Rouge, mais dans mon bureau. Au lieu d'être sous une tente dans un tremblement de terre ou une éruption volcanique, j'étais tout simplement dans mon bureau. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais l'impression, c'est très personnel, mais j'avais l'impression de savoir quoi faire et de courir en avant, puis d'être toute seule en avant, que mes collègues, je parle des autres chefs de département, avaient de la difficulté à réaliser l'organisation qu'on devait mettre en place, les trajectoires de patients, comprendre comment même se comporter nous-mêmes, mettre un masque, pas mettre de masque, se laver les mains, perdre nos habitudes de poser nos sacs de partout. En tout cas, la première décision que j'ai prise, c'est de travailler vraiment de manière très concertée avec mon collègue anesthésiste et ma collègue du département de gynéco pour qu'on avance tous dans la même trace, au même rythme, qui est pas un département qui soit en avant, mais pas l'autre. Puis je pense que ça nous a donné une vraie force. On a réparti les rôles. Moi, les départements de chirurgie, on est nombreux, donc c'est une vraie force ouvrière. Donc, j'ai donné des responsabilités à plusieurs collègues qui ont levé la main. Puis, le nerf de la guerre, c'était communiquer ce qui se passait, ce qui nous arrivait de la direction. En tout cas, je pense que lors de la première vague, on était très bien organisés, ça s'est bien passé. Humainement. La première vague, on se rappellera qu'il y a eu une fermeture radicale, là, certains diront sauvage, là, de réduction d'environ 80% des activités chirurgicales. Par rapport à l'ampleur de la pandémie à l'époque, là, donc parce que nous, à Québec, puis je pense à Sherbrooke un peu aussi, on a fait fermer beaucoup, puis on attendait les cas. Hein, les cas ne peut-être pas tant que ça.
toi, avec l'expérience que tu avais, étais-tu en mesure quand même d'apprécier là, la pertinence de ce qui était fait ou tu avais l'impression qu'on en faisait peut-être un petit peu trop ou un petit peu trop vite ou tu te disais en bon soldat, on suit les directives, là, donc c'est une question à choix de réponse. Écoute, j'ai pas suivi les directives, mais vraiment, vraiment pas. Parce que ce qui nous arrivait ne correspondait pas à ce qu'on constatait sur le terrain. OK. À Sherbrooke, on a fermé 50% de nos salles et OK. je me souviens avoir demandé à la DSP de faire une présentation à mes collègues, autres chefs de département à la table des chefs, je pense que c'était après 3 semaines, pour expliquer à mes collègues qu'il fallait immédiatement revenir à une vie normale. Tout le monde était en mode, on travaille 20 heures sur 24, on attend, on fait toutes sortes de choses et moi, par expérience, j'essayais de faire valoir, ça va durer des mois, donc surtout pas de crise et retour à la vie normale le plus vite possible. Puis en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait. Reprendre le contrôle de son sommeil, de ses activités et de ses habitudes le plus vite possible pour tenir la longueur. Pas s'épuiser les journées infernales. Et après 3 semaines, j'ai demandé à rouvrir les blocs opératoires chez nous. À 50% ou à 100% à ce moment-là? Ben, 100%, c'est toujours ce que je demande, mais tu peux bien imaginer que c'est jamais arrivé, mais de mémoire, je m'en souviens plus, mais on a augmenté quelque part au mois de mai. On a réaugmenté vers 60-70%. Avais-tu été, dans le cadre de tes missions humanitaires, là, exposé à des crises plus socio-sanitaires ou c'était plus des situations de conflits armés que Écoute, j'ai jamais été, j'ai été déployée à la frontière syrienne, donc c'est conflit armé, mais en camp de réfugiés. Donc, je voyais arriver des patients qui arrivaient de la Syrie. On était à la frontière syrienne. Je n'ai pas été déployée sur des missions Ebola ou choléra parce que j'essaye que lorsque je suis déployée, ma présence soit réellement un plus et pertinente. Je suis chirurgienne, donc j'essaye vraiment d'aller là où je pense que ça va faire une différence pour les patients. Ce qui fait que j'ai pas cette expérience, mais par contre j'ai l'expérience des situations de crise, ça c'est sûr, parce que lorsqu'on est déployé, c'est toujours pour des situations de crise. Je voulais avoir ton opinion sur, en contexte d'urgence sanitaire, la suspension, la restriction des libertés individuelles qu'on a vécu au Québec, qu'on est peut-être appelé à revivre. Le couvre-feu, tout ce qu'on peut imaginer, là, la fermeture des restaurants, le nombre de personnes en visite dans les maisons. Est-ce que... Je suis un très bon soldat. Je pense que je veux pas me prononcer pour dire si c'est ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est toujours très facile de critiquer puis de donner son opinion isolée. J'ai pas d'argument pour dire que c'est ce qu'il fallait absolument faire ou pas. En revanche, je suis un très bon soldat, donc je vais vraiment participer à cette recommandation-là. Autant parce que je pense que c'est pas le moment d'avoir des opinions puis de les crier haut et fort lorsqu'on n'est pas compétent. Et d'autre part, je pense qu'on est modèle de rôle comme médecin. Et si moi, devant ma maison, il y a 6 automobiles et que c'est le parti, je pense que c'est un très, très mauvais message que je donne à mon voisinage. Donc, dans ce sens-là, je respecte la règle. Puis, au moment où on a l'impression que le système est sur le point de craquer, là, toi, encore une fois, qui as vécu ou travaillé dans des endroits où les maladies infectieuses sont un fléau,
l'accès au vaccin est souhaité, recherché. T'es pas obligé de répondre, mais l'enjeu des gens qui refusent la vaccination au Québec, toi, de ton point de vue là, de médecin humanitaire ou de chirurgienne humanitaire, tu perçois ça comment? Écoute, je pense que on est choyé là où on est aujourd'hui, mais on observe exactement le même sentiment dans des pays africains. Les gens sont très méfiants. Les expériences du passé ont terni l'histoire de la vaccination dans ces pays-là. Et on fait face à la même chose. Donc, je pense qu'il faut expliquer, être patient, prendre le temps, contraindre, tordre des bras, ça peut en motiver quelques-uns, mais selon moi, peut-être ce qui a manqué, c'est un peu plus de partage de la réalité de ce que vivent certains patients qui finalement se ramassent aux soins intensifs et leur vécu après. Donner des exemples, continuer à éduquer me paraît une très bonne méthode. Tu parlais de soins intensifs. J'ai l'impression que la population générale n'est pas au fait du concept de triage avancé. Il y a des discussions au ministère, dans les hôpitaux, sur le fait qu'éventuellement, certains patients pourraient se voir refuser l'accès à un ventilateur, tout simplement à cause d'une pénurie de ressources. Et il y a des algorithmes qui sont prévus pour sélectionner les patients. Je présume que tu es au courant de ça, c'est certain, comme chef. Puis cet algorithme-là prévoit toutes sortes de possibilités, dont des tirages au sort, à la limite, là, si on arrive avec des patients qui ont des conditions à peu près similaires. Penses-tu qu'on va se rendre là ou tu as espoir que la crise va s'amender d'elle-même? Mais, je ne sais pas si on va se rendre là parce qu'il reste encore quelques étapes. Les soins intensifs peuvent encore augmenter leur nombre de lits. En revanche, on fait du triage en chirurgie. La situation est inéquitable. J'ai lancé un cri du cœur ce soir parce qu'on avait un comité de coordination et j'ai interpellé la haute direction en mentionnant que on a des cancers hors délai dans des pathologies qui peuvent pas admettre le hors délai et je demande la réouverture des salles d'opération à Fleurimont. Les patients vont avoir des conséquences définitives sur leur espérance de vie, sur leur qualité de vie dès maintenant. L'orthopédie est le parent pauvre de ce qui est en train de se placer. Et oui, il y a probablement une menace de triage aux soins intensifs, mais il y a d'ores et déjà un triage en chirurgie aujourd'hui. Exactement. J'ai entendu en entrevue la semaine dernière Dr Martin Champagne, qui est président de l'Association des hémato-oncologues du Québec, sans vérifier ses sources. Lui, il citait au cours des prochaines années une hausse du taux de mortalité par cancer de l'ordre d'à peu près 10%, lié exactement à ce dont tu parles. Là. Il y a l'accès aux chirurgies pour les patients atteints de cancer, mais ce qu'on appelle en bon français aussi le backlog, là, donc tous les patients en amont du système qui n'ont pas encore consulté. Cette notion de triage-là, quel corollaire fais-tu avec ton expérience en médecine humanitaire? Parce que tu as sûrement eu à faire du triage dans des conditions probablement plus difficiles, j'imagine. Oui. Mais en fait, le triage, se fait avec ce que l'on est capable de faire ou pas capable de faire. La Croix-Rouge, moi, j'ai fait beaucoup de missions seule en Inde ou à droite à gauche, mais actuellement, je suis chirurgienne pour la Croix-Rouge internationale puis la Croix-Rouge canadienne. Lorsqu'on part avec la Croix-Rouge, on part avec des restrictions par rapport à ce que l'on peut faire.
C'est-à-dire, la OK. dernière fois que j'ai été déployée au Bangladesh dans les camps de réfugiés Rohingyas. Je ne pouvais pas et ne devais pas faire de traumatologie. L'hôpital n'était pas équipé pour ça. Et donc, il y avait un véritable triage. Je pouvais faire de la petite traumatologie, des réductions de fractures, des petites choses, mais pas de matériel, pas d'embrochage, pas de choses invasives. Et ben voilà, je pouvais juste pas le faire. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis un bon soldat. Puis avec la Croix-Rouge, c'est très très clair qu'il faut être un bon soldat. Ça donne rien de vouloir inventer de nouvelles technologies. Et les patients étaient transférés éventuellement dans d'autres hôpitaux. Mais ça, c'est un véritable triage de départ. On peut ou on peut pas. Selon les moyens, est-ce qu'on peut sauver la vie d'un patient? Oui, non. Puis c'est vraiment les conditions locales, les ressources. Est-ce qu'on a une banque de sang? Est-ce que techniquement, on a le matériel pour pouvoir opérer les patients? C'est sûr que j'ai fait du triage. Oui. Donc, tu as été confronté à des cas où tu as dû laisser mourir un patient, là, faute de ressources ou de matériel ou Oui. Oui. OK. Qu'est-ce qui t'a amené vers la médecine humanitaire là, dès le début de ta carrière ou même dès le début de tes études à toute fin pratique? Oui. J'ai fêté mes 18 ans en Inde, en fait. J'ai été travailler dans un orphelinat à Delhi, des missionnaires de la charité. Puis après ça, j'ai travaillé pendant 6 ans en Inde, à Calcutta. J'ai travaillé dans différents centres des missionnaires de la charité. Au Mouroir, j'ai travaillé avec Mère Teresa. OK. J'ai été travailler dans les léproseries, en tout cas. Puis j'ai en fait participé à la fondation d'un hôpital pour enfants dans une des banlieues pauvres de Calcutta, qui s'appelle Baruipur. C'était un pédiatre, c'était le chef du service de pédiatrie de l'hôpital national de Calcutta qui s'occupait des enfants hospitalisés à l'orphelinat. Hospitalisés. Les enfants de l'orphelinat étaient systématiquement vus par un pédiatre. Et j'ai rencontré ce pédiatre lors d'une mission à Calcutta. Et j'ai joint son projet de construction d'un hôpital. Donc, c'était un projet extrêmement intéressant. C'est comme ça que j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé, j'en sais rien. Ça donne un vrai sens à ma vie. Puis, j'aurais fait probablement autre chose, mais j'avais besoin de donner du sens. Et ces missions-là donnent du sens. Tu as fait combien de missions à peu près? J'en ai aucune idée. J'ai travaillé en Égypte dans une léproserie. J'ai travaillé en Afrique. J'ai passé 1 an en Mauritanie comme chirurgienne brousse. Je retourne actuellement en Mauritanie. J'y vais bientôt là au mois d'avril dans des missions plus pédagogiques. Formation des formateurs, des professeurs. J'ai travaillé en Jordanie. J'ai été plusieurs fois en Haïti. J'ai fait partie de la mission de la faculté de médecine de Sherbrooke lors du tremblement de terre en Haïti. J'étais partie avec Vincent Chavé. Écoute, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. J'ai travaillé au Mali. Ouais. Tout ça avec 2 enfants? Oui. Okay. Donc, les enfants restent au Québec, j'imagine? Oui, puis c'est souvent quelque chose que je mentionne parce que ça donne le ton de comment les enfants voient ça. Lors du tremblement de terre en Haïti, j'ai été appelée par la Croix-Rouge allemande pour partir et j'avais accepté de partir avec la Croix-Rouge allemande. Puis Vincent Échavé est rentré dans mon bureau en me disant « On s'en va, tu viens avec nous ».
Et je trouvais ça intéressant de partir avec des collègues parce que en mission, je rencontre des gens du monde entier, de Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, France, en tout cas, bref, toutes les Croix-Rouges se réunissent. Mais partir avec des collègues qu'on va revoir par la suite, je trouvais ça super intéressant. Donc, j'ai accepté de partir avec Vincent Échavé. Et quand aux nouvelles, on a entendu que il y avait eu un tremblement de terre. Avant même que je commence à organiser mes idées, ma fille m'a appelé pour me demander à quelle heure tu pars. Ah oui. Ah oui, ah oui. Mais juste pour comprendre, là, parce que écoute, je ne connais rien, malheureusement, pour l'instant, à la médecine humanitaire, mais là, Vincent Chavé, là, qui est tout un personnage en soi, là, mais là, il décide que vous partez, mais je veux dire, ça fonctionne comment, là? Vous partez avec votre sac à dos? Ou vous partez quand même avec la Croix-Rouge canadienne? Ou vous partez simplement avec votre sac à dos puis beaucoup de bonnes intentions? Oui, exact. Beaucoup de bonnes intentions, mais en fait, au-delà des bonnes intentions, on n'est pas parti par hasard. Ça, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire, c'est partir avec son sac à dos puis devenir un problème localement parce qu'il faut se loger, il faut se nourrir et on devient un poids pour la première personne sur qui on tombe. Et en fait, un néphrologue qui travaillait à l'époque, qui a pris sa retraite depuis, était en lien avec un hôpital, l'hôpital Albert Schweitzer, que tu as nommé tout à l'heure. C'est un hôpital qui est à 120 kilomètres de Port-au-Prince et c'est une fondation américaine qui finance cet hôpital. C'est un Américain qui est le directeur de l'hôpital. Puis, notre collègue néphrologue nous avait mis en lien avec le directeur de l'hôpital et nous, on s'en allait pas à Port-au-Prince, on s'en allait à l'hôpital Albert Schweitzer pour aller travailler là, sachant que il y allait avoir des blessés. Puis ça a été rocambolesque pour se rendre. Quand même, on a été incroyablement chanceux de pouvoir se rendre jusque-là. Et quand on est arrivé dans l'hôpital, le tremblement de terre, je pense me souvenir peut-être 4-5 jours après le tremblement de terre, ce qui était très, très tôt. Parce que déployer des équipes Croix-Rouge avec un hôpital, avec du matériel, ça prend beaucoup de temps. Et nous, on avait juste notre valise. Il y avait déjà 500 blessés dans la cour de l'hôpital qui attendaient. Il y avait des chirurgiens américains qui étaient en mission pendant le tremblement de terre a eu lieu. Eux étaient là. Mais ils retournaient aux États-Unis, puis on a tout simplement pris leur place. Mais il y avait déjà 500 donc, là, dans la cour. Vous étiez combien à ce moment-là? Comme équipe? Écoute. Oui, c'est ça, de médecins de Sherbrooke. De médecins de Sherbrooke, vite fait. Il y avait un médecin de famille, un ortho, François Cabana, un anesthésiste, Michel Cléroux, Elisabeth Leblanc, qui était résidente en ortho. On avait une infirmière de salle d'op, deux infirmiers de salle d'op, puis une infirmière nursing qui s'est mise à travailler dans les unités. On était 6 ou 7. Vous êtes resté combien de temps? 5 semaines, je crois, je dirais de mémoire. 5 semaines. On est resté jusqu'au dernier patient. Quand on a eu le premier accident de mobilette, nouveau patient, nouvelle fracture, on a dit bon, c'est le temps qu'on rentre. On avait opéré tous les patients. Tout ce qu'il y avait à faire. Durant toutes ces missions-là, as-tu parfois eu peur pour ta sécurité personnelle ou as-tu eu peur de mourir, disons? Non. As-tu eu des échappées belles ou non? Non. Non, vraiment pas. Peur de mourir, en général, ça arrive dans les transports. C'est souvent les accidents de la route qui sont les plus dangereux. Puis j'ai une grande confiance dans l'organisation de la Croix-Rouge, raison pour laquelle lorsque je pars dans des missions en camp de réfugiés ou sur des tremblements de terre, bien ils sont très organisés pour notre sécurité. Notre sécurité compte avant tout. Mais non, j'ai pas eu peur. L'épisode le plus troublant de ta carrière de chirurgienne humanitaire? Le retour. Ah oui?
Ah oui. OK. Écoute, j'ai 2-3 retours qui sont gravés dans ma mémoire. J'ai un retour, j'arrivais de la frontière syrienne où j'ai vu la misère du monde et où à peine sortie de ma voiture, j'avais encore la malle Croix-Rouge dans les bras. Mon voisin est venu me saluer en me disant que c'était une année vraiment pénible parce qu'il avait des pissenlits plein son gazon. Et c'est vraiment difficile parce que c'est vrai que c'est pénible d'avoir des pissenlits dans son gazon. Puis je pense que c'est difficile de partager ce que l'on a pu voir, ce que même des gens proches et bienveillants sont pas prêts du tout à entendre ce qu'on a raconté. Avec le temps, j'ai appris à ne pas raconter et à laisser les questions venir. Mais je pense que de tout ce que j'ai fait, c'est le retour qui est le plus difficile. OK. Puis, tu m'avais raconté il y a quelques années un épisode peut-être qui relate aussi des difficultés de cette nature-là. Je pense que tu étais peut-être au Bangladesh, là, tu avais une femme qui est arrivée avec un bras brisé, accompagnée par son mari. Puis tu étais moralement convaincu que c'était son mari qui avait brisé son bras, puis tout ce que tu pouvais faire, c'était traiter la femme. Là, il n'y avait pas... Mais non, c'était même pire que ça. Parce que clairement, c'est son mari qui lui avait fracturé le bras. Et le bras était déplacé. Et pour réduire la fracture, je voulais qu'on puisse l'endormir. Et son mari refusait qu'on l'endorme et il voulait que l'on réduise la fracture à la salle d'urgence. Pour quelle raison? Aucune. Et on a des traducteurs, on a du personnel qui nous aide à amorcer la discussion, à comprendre. Il n'y avait aucune raison. Et il a fallu réduire la fracture avec une malheureuse anesthésie locale dans le foyer de fracture. Et c'est arrivé en pleine nuit et c'est vraiment des moments de grand désespoir parce que, bon, j'étais toute seule dans la salle d'urgence avec le traducteur en train d'essayer de convaincre le conjoint qui voulait rien savoir, puis je me suis vue en train de réduire la fracture et j'avais pas d'autre choix. Parce que le pire d'insister est qu'il reparte avec sa conjointe, le bras non réduit, pas immobilisé. Et ça aurait été probablement pire, oui. Tu parlais de la difficulté du retour. J'ai eu en entrevue il y a quelques semaines Andréane Racine, qui est infirmière, puis qui a fait plusieurs missions humanitaires, puis elle me racontait exactement la même chose. Elle, ce qu'elle me racontait, là, elle arrivait, de mémoire, je ne pourrais pas te dire d'où, mais elle transitait, je crois, par Dubaï ou quelque chose comme ça, puis en dedans de 6 heures de vol d'avion, elle partait de la misère complète, puis elle arrivait dans un terminal d'aéroport où les femmes achetaient des sacoches à 10 000 $. Donc, ce qu'elle mentionnait aussi, c'est que les gens s'inquiétaient beaucoup peut-être tu vas être d'accord, s'inquiètent beaucoup de vous quand vous partez, mais un peu moins quand vous revenez. Absolument. Est-ce que c'est vrai ou? Ah oui. Puis même les exigences, tu sais, quand tu rentrais d'Haïti, tremblement de terre, ma fille elle m'avait demandé à quelle heure je partais, donc elle s'attendait à ce que je parte, mais à mon retour, sa façon d'exister a été, j'avais même pas franchi la porte qu'elle me disait qu'il était urgent pour elle que le lendemain matin on aille lui acheter un furet. Et j'ai passé une partie de la soirée et je me suis trouvée bonne parce que elle y est pour rien. Ouais. Et elle voulait un furet, donc on s'est donné. Je lui ai dit, regarde, toi tu vas trouver les 10 bonnes raisons pour acheter un furet, puis moi je vais aller chercher les 10 bonnes raisons pour ne pas avoir de furet.
Puis on a passé la soirée comme ça à essayer de se convaincre que non, on n'irait pas le lendemain matin chercher un furet, mais moi j'arrivais d'un endroit où c'était la fin du monde, puis le retour est aussi incroyable parce que la journée de notre retour d'Haïti, le club de hockey du Canadien venait de changer d'entraîneur. Puis c'était un cataclysme, je sais plus le nom de l'entraîneur en question, mais et ça c'est vraiment vraiment difficile de voir à quel point on est déconnecté de la réalité qui se passe à l'autre bout du monde. C'est très difficile, très 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 difficile. Après tant d'années d'expérience humanitaire, là, tout ça, est-ce que ça te réconforte sur l'être humain ou sur notre humanité ou ça te désole, tout ce que tu vois ou as vu? Il y a des choses extraordinaires. Les équipes avec lesquelles on part sont des gens absolument incroyables. On pourrait aller ouvrir un hôpital sur la Lune. C'est fabuleux. Les gens mettent une énergie, une entraide. Je parle des volontaires qui partent, tout corps de métier confondu, les techniciens, les radiologues. C'est des équipes absolument formidables. Donc dans ce sens-là, oui. C'est des belles équipes, c'est des beaux moments. Puis les patients que l'on traite, moi j'ai des visages en mémoire de gens incroyablement reconnaissants d'avoir soigné leur enfant, sauvé un mari ou c'est très 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 positif. Sinon, faut pas partir. Là, si on c'est difficile, mais l'ambiance, la volonté de vouloir bien faire l'emporte lorsqu'on est dans ces coins-là. Un apprenti médecin humanitaire là, qui veut s'impliquer, là, quel conseil donnerais-tu? Là? Sûrement plusieurs, mais on se lance où? Là? On accompagne Anne Méziat en Mauritanie ou on appelle la Croix-Rouge? Ou c'est quoi les portes d'entrée, disons? C'est très intéressant parce que je pense qu'on est dans un virage. Je parle juste de la chirurgie. Je parle pas de la médecine. Mais en chirurgie, on est dans un virage que la Croix-Rouge réfléchit parce que on part pas à deux, on part seul. On fait des rotations de 4 à 6 semaines, puis on est jumelé une semaine ou 4-5 jours avec le chirurgien que l'on va remplacer, mais on est seul. Donc quand j'ai été, mettons exemple du Bangladesh, on fait tout. Mon accident de mon jeune patient que j'ai failli perdre sur un saignement de nez témoigne qu'on fait la gynéco, l'obstétrique si on se juge compétent, l'ORL, l'ortho, l'uro, etc., etc. Et on fait, il n'y a pas de laparoscopie, on fait de la chirurgie ouverte. Les bilans préopératoires sont réduits à leur strict minimum. Donc, les jeunes chirurgiens qui partent doivent s'intéresser à de la chirurgie très simple, chirurgie ouverte, savoir faire une appendicectomie ouverte aujourd'hui. Je ne sais pas si un résident va être confortable. Une vésicule ouverte.